L'ASPAD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal. Il impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAD accorde donc une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage de savoir. Les séminaires que nous organisons régulièrement chaque mois répondent donc à ce double objectif en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Je suis patiente Foudier, doctorante en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, et je prépare une thèse sur les dynamiques de sécurité en Afrique, intitulée L'Union africaine et les communautés économiques régionales face à la problématique sécuritaire en Afrique, dans une perspective comparée CEDEAO-CEAC de 2002 à nos jours. L'objectif étant donc d'examiner spécifiquement comment l'Union africaine coordonne ses efforts avec les communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO et la CEAC, pour répondre aux défis sécuritaires. Cette approche comparative offre donc une perspective cruciale pour évaluer l'efficacité des mécanismes de l'Union africaine en matière d'intégration des politiques de sécurité à l'échelle continentale. Donc, ce séminaire permettra d'élargir cette réflexion en dressant un bilan global de la politique d'intégration continentale de l'Union africaine en matière de sécurité, contextualisant ainsi notre recherche dans une vision plus holistique des réalisations et des défis de l'Union africaine. Pour éclairer ces questions cruciales, nous avons le privilège d'accueillir deux experts de premier plan. Le professeur Ibrahima Kane, juriste de formation et spécialiste reconnu des institutions africaines. Le professeur Ibrahima Kane nous a entretenus lors de notre premier séminaire le mois surpassé, consacré aux origines, au succès et au revers de la CEDEAO, ainsi que Monsieur Frédéric Gassé-Koboga, et que je vais laisser Monsieur Kane nous présenter cette. Mais merci beaucoup pour cette introduction et surtout bonjour à tous les étudiants, doctorants, étudiants en master qui ont bien voulu aujourd'hui se joindre à nous pour avoir cette conversation avec un spécialiste des questions de sécurité à l'Union africaine. Euh, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le LASPAD a vocation à former théoriquement les étudiants, mais à leur donner aussi des éléments très pratiques qui vont leur permettre de mieux pratiquer, enfin, de mieux connaître la mise en œuvre pratique des théories qu'ils se confectionnent ou en tout cas qu'on leur inculque pendant la durée de leurs études à l'université de Saint-Louis. Et c'est vraiment euh, une excellente chose que l'Université de Saint-Louis ait pu, grâce au LASFAD, voulu joindre aussi bien la théorie que la pratique et faire appel à des personnes comme Frédéric, que je vais introduire tout à l'heure, pour vraiment les éclairer sur les dynamiques, surtout en matière de paix et de sécurité. Parce que la paix et la sécurité aujourd'hui constituent la question fondamentale que les États africains n'arrivent pas toujours à résoudre. Fred vous le dira tout à l'heure, euh, il y a un an, on a fait le bilan des 10 premières années de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et une des conclusions de cette évaluation des 10 années de mise en œuvre de l'agenda 2063, c'était que 75% des ressources que l'Union africaine a mobilisées pendant cette période ont été consacrées à la paix. Donc, voilà un continent qui a toutes les ambitions, qui veut vraiment porter très haut le flambeau de l'Afrique, le flambeau du panafricanisme, et qui est confronté fondamentalement à des questions de paix et de sécurité. Et quand on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas se construire, on ne peut pas se développer, et on ne peut pas jouer un rôle important dans l'organisation, pas l'histoire de l'entreprise. Et donc, une des choses que l'on va demander aujourd'hui à Frédéric, que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est comment se fait-il que l'Afrique n'arrive pas jusqu'à présent à se sortir de cette situation.
pense que la crise que la RDC connaît est vraiment l'exemple typique de crise cyclique que le continent connaît et que le continent n'arrive pas à résoudre. Alors qu'on a besoin de créer, on est dans une université, de donner aux jeunes des emplois, de permettre à ces jeunes-là de penser leur avenir, de penser leur futur dans de bien meilleures conditions. Donc, pour faire cette, animer la discussion d'aujourd'hui, on a eu recours à un spécialiste des questions de paix et de sécurité, un Africain du Burundi, euh, qui s'appelle Frédéric Ngoga. Frédéric Ngoga est un Burundais qui a fait ses humanités aux États-Unis, à l'université de Suffolk, et même aussi au Harvard School, au Harvard Kennedy School, où il a passé une année. Alors, Frédéric a une bonne partie de sa vie professionnelle travaillé au sein du département de paix et de sécurité de l'Union africaine. D'abord, en ayant joué un rôle dans la mission de l'Union africaine en Somalie pendant au moins 3, 4, 5 ans, de 2009 à 2014, et ensuite en étant le chef du département de la prévention des conflits et ce qu'on appelle maintenant le Early Warning System de l'Union africaine. Euh, et ce système est vraiment là pour aider à comprendre les problèmes, pour aider à prévenir les problèmes et pour aider aussi l'Union africaine et les États africains à prendre des bonnes décisions quand il s'agit de prévenir et de gérer les conflits. Donc, il a, pendant 5 ans, géré ce département. Et maintenant, il est devenu un des conseillers spéciaux du président de la Commission de l'Union africaine sur les partenariats de l'Union africaine au département paix et sécurité, mais qui est aussi un département qui s'occupe de politique, département de politique de l'Union africaine. Donc, on n'a pas meilleure personne au sein de l'Union africaine pour nous parler des questions de paix et de sécurité sur le continent, mais surtout essayer de nous faire comprendre pourquoi ce continent-là, jusqu'à ce jour-là, n'arrive pas à se défaire de ces problèmes, de ces difficultés lorsqu'il s'agit de paix et de sécurité. Donc, Fred, je vais te permettre de t'adresser aux étudiants. Ici, comme vous l'avez vu, on a plus d'une trentaine d'étudiants qui participent à ce séminaire. On a des étudiants doctorants, mais on a aussi des étudiants qui font le master en paix et sécurité à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, ils ont vraiment le privilège de pouvoir t'écouter et peut-être qu'à la fin, on va t'écouter pendant au moins une trentaine de minutes. Voilà. Et après une trentaine de minutes, on permettra aux étudiants de te poser des questions et par la suite, maintenant, on pourra faire la synthèse de ce séminaire. Et encore une fois, on te remercie très sincèrement d'avoir bien voulu prendre le bon temps pour échanger avec les étudiants sur les problèmes de paix et de sécurité en Afrique. Et je sais que vous êtes actuellement à Addis et Addis, il est déjà 18h passé. Donc, vous voyez qu'il prend vraiment de son temps professionnel pour pouvoir s'apprécier à ça. Donc, Fred, je vous laisse la parole pour au moins une trentaine de minutes pour nous parler de ces questions de paix et de sécurité. Tu as la parole. Fred. Tu peux enlever. Merci beaucoup, professeur. Premièrement, j'aimerais vous dire que c'est un privilège pour moi de m'adresser aux étudiants de l'Université de Dakar, parce que chaque fois que j'ai une opportunité de m'adresser aux étudiants, je ne la rate pas, pour la simple raison que vous avez l'avenir de l'Afrique entre vos mains et que chacun d'entre vous pourra faire la différence et peut-être nous amener vers où nous voulons être et qu'on ne restera plus dans des situations comme nous sommes actuellement. D'abord, avant de commencer mon propos, j'aimerais d'abord vous rappeler qu'aujourd'hui, on se rappelle, il y a 31 ans, il y a eu le génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui fut une catastrophe non seulement pour la région des Grands Lacs, et jusqu'à présent, on continue de subir les conséquences de ce génocide contre les Tutsis.
mais aussi à un niveau humain, un niveau africain, où le monde entier a pendant des mois regardé les gens massacrer euh, leurs frères et sœurs sans rien faire ni bouger. Ici, je rappelle que le génocide contre les Tutsis au Rwanda n'a pas été arrêté par la communauté internationale. Ils n'ont pas pu prévenir ce génocide-là, mais il a été arrêté par le Front patriotique rwandais dirigé par le président Paul Kagame. Donc, c'est très important de le dire parce que euh, on peut se poser des questions et se dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourtant, tout le monde avait vu le génocide venir. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, qui se tramait. Il y avait des câbles, les Nations Unies étaient au courant, il y avait une mission de maintien de la paix, mais personne n'a levé le doigt pour empêcher les massacres. C'était seulement le Front patriotique rwandais qui a réussi à faire cela. Et ici, ça m'amène à vous parler de quelque chose d'assez important. Lorsque on a créé l'Union africaine en 2002, c'était justement, c'était après le génocide contre les Tutsis au Rwanda, mais c'était aussi après les famines qu'il y avait eu en Éthiopie. Il y avait eu beaucoup de crises. Et l'OUA de l'époque, les chefs d'État se sont dit qu'il fallait transformer l'OUA dans l'Union africaine pour qu'on puisse répondre aux crises africaines. Et il y avait deux principes qui étaient très importants. Le premier principe, c'était la non-indifférence et la responsabilité de protéger les gens. Ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, c'était que la souveraineté, c'est la responsabilité. Ça, c'est très important. La souveraineté, c'est la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on voulait intervenir dans nos pays, souvent les États membres invoquaient la souveraineté. Et ils continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui, la souveraineté. Et cela empêchait l'Union africaine et aussi les CER aussi d'intervenir sur le continent africain. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons donc l'Union africaine qui est là, nous avons l'architecture de paix et de sécurité qui est là, et je pense que certains parmi vous connaissez bien l'architecture de paix et sécurité, qui est composée, de l'alerte rapide, vous avez le panel des sages, vous avez le fonds pour la paix, mais vous avez aussi donc ce qu'on appelle la force africaine en attente. Donc ça, ce sont les piliers de l'architecture pour la paix et la sécurité. Et quand vous réfléchissez à ça, vous vous dites, voilà, on a l'alerte rapide pour pouvoir identifier des crises potentielles. On a le panel des sages pour pouvoir faire de la diplomatie préventive. On a le fonds pour la paix pour pouvoir financer nos interventions. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que le Fonds de la paix a atteint les 400 millions de dollars. C'était l'objectif que c'était les chefs d'État. Donc, ça, c'est déjà un grand pas. Et sur les 400 millions de dollars, nous avons utilisé les intérêts et nous avons déjà investi plus de 36 millions de dollars, non seulement pour le cas de la Somalie, le cas de l'Est du Congo, où on a financé la force africaine de l'Afrique de l'Est qui était intervenue au départ dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous avons également utilisé le Fonds pour la paix, et ça c'est très important, pour soutenir les pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. On leur a donné des dons en fait, on a déboursé 2 millions de dollars, c'est-à-dire qu'on a donné 1 million au Burkina et on a donné 500 000 au Niger et 500 000 au Mali. Pour nous, c'était une manière de montrer un peu de solidarité entre nous, les Africains. Parce que ce qui nous a manqué, c'est la solidarité africaine pour pouvoir vraiment intervenir pour lutter contre le terrorisme et empêcher que nos États se désintègrent. Donc, nous avons donc cette architecture de paix. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons sur les 55 États membres, parce que nous, à l'Union africaine, nous avons 55 États membres. Je sais que aux Nations Unies, on compte 54, mais nous, c'est 55 États membres, parce que nous reconnaissons le Sahara occidental. Donc, nous avons 55 États membres sur le continent africain. Et sur les 55 États membres, je peux vous dire que 23 sont en crise. 23. Donc, c'est presque la moitié de nos États membres qui sont en crise. Rien que prendre le Soudan et la RDC. Le Soudan partage ses frontières avec 7 pays. La RDC avec 9 pays. Rien que ces deux-là, on a plus de 17 pays qui sont affectés, rien que ces deux conflits-là, avec ces deux conflits-là. Parce que ces deux pays, ce sont ce qu'on appelle les pays continents. C'est des pays énormes, avec beaucoup de ressources, mais c'est des pays qui ont des problèmes de gouvernance depuis très longtemps. Aujourd'hui, alors, c'est quoi nos priorités? D'abord, la première priorité au niveau du continent africain, c'est la paix et la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure.
parce que nous, ce que nous voulons, c'est nous voulons nous concentrer surtout sur la prévention des conflits, mais en se concentrant plus sur tout ce qui est des problèmes structurels. Donc là, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir aider nos États membres à identifier les problèmes structurels et pour qu'on puisse les aider. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une réunion à Johannesburg qui vient de commencer, donc de ce qu'on appelle le Africa Peer Review Mechanism. Donc, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est pour justement identifier les pays qui ont des problèmes et voir comment on peut les aider pour adresser leurs problèmes au niveau structurel, avant qu'il y ait une crise. L'autre chose que nous voulons faire, c'est au niveau de la paix et de la sécurité, c'est de renforcer la capacité de nos États membres à pouvoir gérer leurs problèmes de sécurité. Dans beaucoup de nos États qui font face au terrorisme, qui font face qui font face au terrorisme, qui font face à des problèmes de sécurité énormes, nos États ne sont pas capables de répondre donc de gérer la sécurité. Regardez par exemple la RDC. La RDC, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Alliance Fleuve Congo, du M23, mais en réalité, ce que les gens ne disent pas, c'est qu'en RDC, vous avez plus de 262 groupes armés. Plus de 262 groupes armés. Et chaque groupe armé a un sponsor politique qui est basé à Kinshasa. Chaque groupe armé est assis sur une mine d'or ou du coltan ou des minéraux donc, qui sont critiques. Et donc, c'est un problème très sérieux. Donc, vous vous imaginez, et l'armée congolaise n'est pas en mesure de gérer ces groupes armés-là. Donc, ça, c'est seulement un exemple que je vous donne. Donc, nous voulons vraiment renforcer la capacité de nos États à pouvoir gérer leur sécurité, à pouvoir avoir des armées qui sont républicains, mais qui peuvent aussi gérer la sécurité. L'autre priorité pour nous, au niveau donc, de tout ce qui est paix et sécurité, c'est vraiment de pouvoir trouver des financements lorsqu'on veut déployer nos forces pour intervenir dans un pays. Aujourd'hui, certains d'entre vous, si vous ne connaissez pas déjà, on est en train de discuter sur la résolution 2719 qui nous permet d'avoir accès donc à des fonds des Nations Unies pour pouvoir déployer nos forces. Et donc là-dessus, nous y travaillons. Malheureusement, souvent c'est difficile parce qu'il faut avoir l'autorisation du Conseil de paix, du Conseil de sécurité. Et souvent, au niveau du Conseil de sécurité, on est souvent tiraillé entre les deux blocs, ce qu'on appelle les souverainistes et les interventionnistes. Ici, quand je parle des souverainistes et des interventionnistes, je parle des souverainistes, c'est la Russie, c'est la Chine, et qui invoquent toujours tout ce qui est la souveraineté. Et nous avons les interventionnistes, c'est les P3, donc la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, et souvent, comme vous savez, le monde aujourd'hui est un monde en crise, et souvent ça se joue au niveau du Conseil de sécurité, donc surtout avec le Conseil de sécurité qui est bloqué. Et donc, là-dessus, nous travaillons sur les financements, mais il y a autre chose aussi qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de travailler étroitement avec nos CER. Nos CER, c'est le Comité économique régional, notamment comme la CEDEAO, la SADC, la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, la CEAC. On essaie de travailler avec eux parce que normalement, les CER ont été mis en place pour l'intégration régionale. Mais aujourd'hui, ils jouent de plus en plus un rôle de paix et de sécurité. Et souvent, ça crée des confusions entre le niveau régional et le niveau continental. Donc, on essaie de voir comment rationaliser tout ça. Et c'est pour ça qu'on a instauré notamment une réunion au mois de juillet, chaque juillet, où l'Union africaine et les CER se rencontrent pour se mettre d'accord sur les priorités, surtout en matière de paix et sécurité. Donc, ça, c'est très important. Deuxièmement, l'autre priorité pour nous, c'est la gouvernance. La gouvernance est extrêmement importante parce que votre génération, notre génération, je dirais, nous allons être confrontés à ce qu'on appelle la crise de l'État en Afrique. Vous savez, beaucoup de nos États, surtout qui ont été colonisés, ils ont hérité des administrations, mais ils n'ont pas hérité des États. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons des États qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes de ses citoyens, qui n'arrivent pas à être au centre de solutions des problèmes de citoyens. Aujourd'hui, vous avez par exemple des États qui ne sont que des États par le nom, mais quand vous regardez bien, il n'y a pas de structure étatique dans certains coins de leur pays, et c'est vraiment un problème réel que nous essayons sur lequel nous essayons de travailler. Donc, la gouvernance, créer des États viables, capables de répondre aux problèmes de leurs citoyens, ça, c'est une très grande priorité pour nous. Troisièmement, donc j'ai dit le paix et sécurité, j'ai parlé de la gouvernance. Troisièmement, c'est l'intégration régionale.
l'intégration régionale est extrêmement importante. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec les tarifs de Donald Trump et tout ça, plus que jamais, il est important d'enlever les barrières qui nous empêchent de faire du commerce entre nous. Et il est plus important de voir comment mettre en œuvre la ZLECAf, la zone de libre-échange que vous connaissez, parce que le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Et par ailleurs, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, on a été admis dans le G20, mais dans le G20, si vous n'avez pas, vous n'avez pas une économie qui est solide, vous n'avez pas la parole. Donc pour nous, c'est pour ça que c'est très important que on arrive à mettre en œuvre donc l'intégration régionale. Quatrièmement, une autre priorité pour nous, c'est avoir une voix et une bonne représentation. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que nous voulons la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous demandons bien sûr 2 sièges permanents et nous demandons aussi 5 sièges non permanents. Donc, c'est ce qu'on appelle le consensus des ELENI. Et donc, on essaye vraiment de voir comment réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Malheureusement, je ne crois pas qu'on va voir ça en tout cas, c'est pas pour bientôt parce qu'on a l'impression que les grandes puissances ne veulent pas les réformes, même s'ils disent ouvertement qu'ils veulent les réformes. Et souvent, quand ils veulent des réformes, c'est pour se neutraliser entre eux, mais non pas pour créer de l'espace pour l'Afrique ou les pays ce qu'on appelle le Global South, donc tous les pays du Sud. Donc ça, pour nous, c'est très important. Donc la réforme du Conseil de paix et sécurité, la réforme des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Nous essayons de voir comment réformer cela, créer une agence de rating pour l'Afrique, parce que souvent, le ratings, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les ratings qu'on nous donne ne reflètent pas vraiment la capacité de nos économies à pouvoir emprunter de l'argent. Souvent, c'est arbitraire. Nous sommes aussi en train de travailler justement comme je disais, pour le G20, pour qu'on puisse vraiment y aller avec une position commune sur beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, vous verrez que, par exemple, même au niveau des questions de changement climatique, par exemple, nous avons adopté une position commune. L'Union africaine essaie aujourd'hui d'aller négocier avec une position commune. C'est pas toujours facile parce qu'avoir 55 États membres qui sont d'accord sur beaucoup de questions, c'est pas toujours facile, mais on a fait des progrès. Et là, par exemple, il y aura le COP 30, je pense que ce sera à Brasilia, et on va y aller avec une position commune sur le changement climatique et tout ce qui est en lien avec la paix et la sécurité. Donc, j'ai parlé de l'intégration régionale, j'ai parlé d'avoir une voix et une représentation effective qui va nous permettre vraiment de faire entendre la voix de l'Afrique. Il y a maintenant l'autre priorité, c'est le changement climatique. Le changement climatique, pour nous, au niveau de la paix et de la sécurité, c'est réel. Vous savez, le premier génocide en réalité qui s'est passé sur le continent africain au XXIe siècle, c'était le génocide du Darfour. Et le génocide du Darfour, les problèmes étaient liés au changement climatique. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est le changement climatique qui a fait que les communautés se sont entretuées parce qu'il y avait des problèmes de ressources, des problèmes d'eau. Et donc, tout ce qui est lié au changement climatique, paix et sécurité, c'est un agenda extrêmement important pour nous. L'autre agenda qui est une priorité pour nous, c'est l'intelligence artificielle et la paix et la sécurité. Il y a eu, je pense, il y a quelques jours, il y avait le sommet de Kigali qui parlait de l'intelligence artificielle, mais j'ai été surpris de remarquer qu'on a parlé de l'intelligence artificielle en ce qui concerne l'éducation, on a parlé de l'intelligence artificielle en ce qui concerne la médecine, mais il y a eu très peu de discussions sur l'intelligence artificielle et la paix et la sécurité. Alors que aujourd'hui, les guerres qu'on voit sur le continent africain, ce sont des guerres où on utilise des drones. Alors qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez comment on essaie d'avoir des informations, donc des renseignements, on utilise aussi ce qu'on appelle ISR, Intelligence and Surveillance and Reconnaissance. Donc, c'est-à-dire c'est des satellites qui cherchent des informations. On a ce qu'on appelle aussi le jamming des GPS. Lorsque vous avez un avion et que vous ne voulez pas qu'il traverse votre territoire, vous pouvez, il y a des moyens de faire le jamming, comme on dit, et ça s'est fait à l'est du Congo, par exemple. Donc, il y a tout ça, il y a les drones, il y a la désinformation aussi, les réseaux sociaux, la désinformation.
tout ça est lié à l'intelligence artificielle et tout ce qui est paix et sécurité. Je termine en disant que il y a une constante dans tout ce que nous faisons. C'est l'inclusion des jeunes et l'inclusion des femmes. D'ailleurs, cette année, c'est le 25e anniversaire de la résolution 1325, où nous continuons à faire le plaidoyer pour les droits des femmes, mais surtout, nous avons un agenda très robuste en ce qui concerne les femmes, la paix et la sécurité. Et les jeunes aussi, nous avons un agenda robuste qui concerne les jeunes. D'ailleurs, chaque fois qu'aujourd'hui, on est impliqué dans la prévention des conflits ou la gestion des crises ou le renforcement de la paix, nous essayons d'avoir des jeunes avec nous et nous essayons de les impliquer. Voilà en gros nos priorités. Maintenant, au niveau des pays, les pays qui nous préoccupent le plus en ce moment, c'est la Libye. La Libye nous préoccupe parce que nous essayons toujours de réconcilier les Libyens pour qu'ils puissent s'entendre sur un retour à l'ordre constitutionnel. Comme vous le savez, nous avons la Libye qui est divisée en deux aujourd'hui. Vous avez Tripoli, vous avez Benghazi. Et nous, ce que nous voulons, c'est que la Libye, les Libyens puissent s'entendre sur l'unification de leur pays, s'entendre sur un projet de transition, s'entendre sur comment aller aux élections et choisir un leadership qui va gouverner tout le pays. Bien sûr, le Sahel nous préoccupe énormément. Le Sahel, pour nous, d'ailleurs, c'est 18 pays au niveau de l'Union africaine. Nous sommes bien sûr préoccupés par tout ce qui est la zone du Niptako-Gourma, donc le Burkina, Mali et le Burkina, Mali et le Niger. Mais il y a aussi les pays côtiers qui nous inquiètent. Nous avons des pays comme le Togo, nous avons des pays comme le Bénin, qui subissent des attaques terroristes, mais on en parle très peu, mais c'est là. Et même le Ghana aussi est en train d'avoir des problèmes au niveau sécuritaire. Et bien sûr, donc le Sahel nous préoccupe énormément parce que quand vous voyez ce qui se passe dans le Sahel, ça affecte aussi l'Afrique de l'Est parce que c'est lié, c'est un peu lié. Par exemple, le Soudan, pour nous, est aussi dans le Sahel. Est-ce que vous saviez que dans la guerre du Soudan, vous avez des gens qui sont venus du Niger pour combattre au Soudan? Vous avez des Libyens qui sont venus combattre donc au niveau du Soudan. Donc, toutes ces crises-là sont quelque part liées. Bien sûr, après le Sahel, nous avons au Sahel, nous essayons vraiment de gérer parce que il y a des crises multiformes, mais là-bas, nous avons une stratégie qui vient d'être présentée par le président Issoufou, l'ancien président Issoufou du Niger, et c'est une stratégie commune des Nations Unies et de l'Union africaine pour gérer les problèmes du Niger, notamment ce qui concerne la gouvernance, tout ce qui est la lutte contre le terrorisme, les crises intercommunautaires et tout ça. Donc, après le Sahel, nous avons bien sûr la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, je peux vous dire que toute la Corne est en crise, sauf, disons, Djibouti. Sinon, vous avez le Soudan est en crise, le Sud-Soudan est en crise, vous avez la Somalie qui continue de faire face au groupe terroriste Al-Shabaab. Et il y a quelque chose qui nous inquiète en particulier au niveau de la Corne de l'Afrique, c'est que il y a ce qu'on appelle, vous savez ce qui s'est passé au niveau de la Syrie et de l'Afghanistan. Il y a une sorte de légitimation de tout ce qu'on appelle le salafisme politique. Et ça nous inquiète pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a l'impression que dans le monde, on peut tolérer que des groupes extrémistes puissent prendre le pouvoir. Et ça, nous, on regarde de très près. L'autre chose qui nous préoccupe, c'est que avec l'aide humanitaire tout le monde est en train de couper l'aide humanitaire, c'est-à-dire qu'ils créent de la place aux wahhabistes, aux organisations wahhabistes qui prennent du terrain sur le continent africain. Donc ça nous inquiète. Nous avons aussi l'Éthiopie. L'Éthiopie est en crise aussi. L'Éthiopie, vous avez des crises au nord, à l'est, au centre, au sud, même s'ils essaient de gérer, mais c'est un pays qui a beaucoup de crises politiques. Et donc, on continue de suivre cela. Bien sûr, après, nous avons les Grands Lacs. Les Grands Lacs, bien sûr, l'épicentre, c'est la RDC. Mais nous continuons aussi à suivre la situation au niveau de la RCA. La RCA, où on a obtenu un accord de paix avec 14 groupes armés. Mais ces 14 groupes armés, 9 sont restés dans l'accord de paix, mais il y en a 4 qui sont toujours en dehors. Et ces 4-là, ils demandent d'abord l'immunité avant de déposer les armes. Donc, on est en train de négocier avec eux. Je dirais aussi, après la RDC et la RCA,
Nous avons un phénomène aussi qu'on observe de très près. Vous savez, en Afrique centrale, nous avons aussi des gouvernements qui sont là, ça fait plus de 40 ans. Regardez, par exemple, nous avons bientôt une élection au Cameroun. Je pense que le président Biya, si on peut parler entre nous, je pense qu'il doit avoir plus de 90 ans et quelques. Le président du Sénat, là-bas, il a plus de 93 ans. Donc, et c'est important parce que quand la constitution camerounaise dit que quand le chef de l'État décède, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir et organise les élections. Donc, imaginez-vous, nous avons un pays qui est dirigé par un chef d'État de plus de 90 ans. Nous avons aussi, dans ce même pays, nous avons un chef d'état-major qui a 88 ans. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, le président Théodore Obiang a pris le pouvoir l'année où je suis né. Et à 6 ans, j'ai été l'accueillir à Bujumbura, les enfants qui donnent des fleurs. Et voilà, aujourd'hui, je suis ambassadeur du Burundi, j'ai 46 ans, il est toujours au pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est un phénomène en général en Afrique centrale. Mais donc, on observe ça de très près. Bien sûr, nous avons aussi le Mozambique qui a ses problèmes et on essaie de les aider. Donc, en gros, c'est presque tout le continent qui est en crise et on travaille dessus. Maintenant, la question qu'on m'a posée, on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Vous savez, nous avons les outils qu'il faut pour répondre aux crises. Nous avons les normes que nous avons adoptées. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. La volonté politique de prendre des décisions et des décisions dures pour répondre à nos crises. Aujourd'hui, on a même comme l'impression que les Européens ou les Américains sont plus préoccupés par les crises africaines que nous-mêmes, nous les Africains. Où est la solidarité africaine? Moi, je pense que le plus grand challenge pour cette génération, c'est d'abord de mettre en avant la solidarité africaine. Il ne faut pas qu'on attende qu'une crise éclate au grand jour pour qu'on puisse répondre. Je vais vous donner un exemple qui m'a un peu choqué. Je ne veux pas parler de quel chef d'État c'est, mais on a eu une situation où on a vu des signes comme quoi un pays allait aller en crise. Alors, nous avons approché un chef d'État qui est un chef d'État de la sous-région pour lui dire, bon, vous êtes l'aîné de la sous-région, voilà, nous voyons un problème. Il faut intervenir avant que nous allions vers des coups d'État ou d'autres crises. Ce chef d'État a dit, je ne peux pas intervenir parce que ça serait m'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. Il a dit, attendez qu'ils se battent, qu'ils s'entretuent un tout petit peu, et puis là, je pourrais justifier mon intervention. Ça m'a tellement choqué, mais en réalité, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils ne veulent pas intervenir dans les affaires des autres pays. Et donc, ça vous montre que nous avons vraiment un problème de leadership au niveau continental. Et pour changer cela, c'est qu'il faut que les gens se présentent, qu'ils aillent en politique, parce qu'en réalité, lorsqu'on ne fait pas de la politique, il y en a d'autres qui vont le faire pour nous et d'autres qui ne doivent même pas être là. Et c'est ça le drame africain aujourd'hui. Donc, c'est un problème de leadership, un problème de volonté politique, parce que tous les outils sont là, nous savons ce qu'il faut faire, mais les gens ont peur de créer un précédent en se disant, si on commence à intervenir dans les pays africains, bientôt ils vont intervenir chez moi. Et c'est comme ça qu'on est bloqué au niveau de la sous-région, au niveau continental. Et ça crée même une crise du multilatéralisme, parce qu'on se dit, mais ils sont là pour faire quoi alors, finalement? Mais on a toujours besoin de multilatéralisme et il faut qu'on l'améliore. Surtout, il faut qu'on arrive à créer un mécanisme de sanctions. Et quand je dis des sanctions, je ne parle pas des sanctions des Européens qui disent vouloir geler les avoirs des dirigeants africains. Non, des sanctions à l'africaine, c'est-à-dire où, par exemple, en Somalie, on avait un chef d'État qui ne voulait pas rendre le pouvoir. Et ce chef d'État, il s'appelait Abdoulaye Youssouf, on a su qu'il était diabétique et qu'il avait besoin de médicaments. Alors, qu'est-ce que la région a fait? Ils ont créé un embargo aérien. Donc, il n'y avait pas de vol qui allait en Somalie. Donc, il est tombé malade. Et lorsqu'il est tombé malade, il a été forcé de négocier avec la sous-région pour une transition politique. Donc, il y a moyen de prendre des sanctions parce que les Africains, on circule entre nous. Beaucoup d'entre eux ne vont même plus en Europe, ils ne vont même plus aux États-Unis. Donc, si c'est des sanctions à l'africaine qui touchent nos leaders, peut-être que ça va changer. Voilà, alors j'aimerais m'arrêter là parce que je peux parler pendant longtemps, il y a tellement de choses à dire, mais les outils sont là. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une Afrique qui est paisible, mais tout ce qui manque vraiment, c'est la volonté politique et surtout l'hypocrisie aussi de nos dirigeants. Par exemple, aujourd'hui, je viens de vous parler d'un cas qui est très clair. On sait très bien que on va dans une élection bientôt au niveau du Cameroun. Nous avons une élection au niveau de la Guinée-Bissau. Ça, c'est des pays, on sait très bien que c'est des pays fragiles. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Pourtant, les rapports sont là, les dossiers sont là, tout le monde le sait. Mais parce que nous, au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous ne sommes qu'un secrétariat en réalité. C'est les chefs d'État qui nous donnent des directives. Et c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui nous donne des directives. Et donc, nous, on ne fait que les mettre en œuvre. Mais je terminerai en disant que le gros problème que nous avons, c'est vraiment des problèmes de volonté politique. Parce que je peux vous dire, quand je dirigeais l'alerte rapide de 2014 à 2021, il n'y a pas une seule crise sur le continent africain qu'on n'a pas pu venir, qu'on n'a pas vu venir. Pas une seule. On a même fait des rapports. Tout ça, toutes les crises qu'on a vues, que ce soit au Burundi, que ce soit en RDC, que ce soit en RCA, on a vu toutes ces crises-là. Et les chefs d'État avaient l'information. Mais c'était le manque de volonté d'intervenir qui a créé ce problème. Le manque de volonté, le manque de solidarité. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a empêchés aujourd'hui en Afrique? Nous avons la force africaine en attente, qui est prête, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique de l'Est. Pourquoi est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, on n'a pas mobilisé la force africaine en attente pour pouvoir aider le Mali, le Burkina, le Niger à gérer tous ces problèmes de paix et sécurité? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mobilisé la force africaine en attente pour arrêter la crise au Soudan? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mobilisé la force africaine en attente pour combattre les Shabab en Somalie? Donc, ce manque de solidarité politique est un gros problème qu'on va devoir résoudre. Je vous remercie et je pense que j'ai utilisé mes 20 minutes, si pas plus, mais j'aimerais bien échanger avec les étudiants. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je vous remercie. Question, Fred. Non seulement pour ce large support des crises africaines, vous n'avez omis presque aucune région. Vous avez mentionné à la fois les normes, les outils que l'Union africaine a mis en place pour gérer ces crises-là, aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé. Mais vous avez montré également que ces outils-là, aujourd'hui, sont inadaptés aux crises que nous rencontrons. Et le fait d'avoir mentionné deux crises emblématiques, à mon point de vue, le Soudan, qui est presque aujourd'hui un État inexistant, et la RDC, qui est une crise qui est pratiquement perpétuelle, nous montre à suffisance que cette question de volonté politique que vous avez soulignée est une question importante, est une question centrale. Beaucoup de nos slogans, faire taire les armes, des solutions africaines aux problèmes africains, le problème du changement de paradigme en temps dans des situations graves, comme par exemple cette règle de non-indifférence aux crises et qui permet à l'Union d'intervenir directement quand il y a des crimes comme les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité, que c'est des règles qui existent, mais pour les mettre en pratique, pratiquement, il y a énormément de soucis à se faire. Et je pense que les étudiants qui sont aujourd'hui, qui participent à ce webinaire, comprennent que la règle en elle-même ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'actions et d'initiatives à prendre. Et là, peut-être, je suis persuadé que les étudiants ont des questions, les étudiants ont des problèmes à faire. En tout cas, on te remercie pour avoir partagé toutes ces préoccupations, ces idées, à la fois ton espoir, mais aussi tes inquiétudes par rapport à la situation de l'Afrique. On sait toujours que les crises, c'est le moment de choisir un autre chemin de vie. Alors, comment maintenant les Africains, quel chemin les Africains vont prendre pour avoir un autre chemin de vie? Je laisse maintenant... Prof, j'ai oublié aussi quelque chose de très important. J'ai oublié aussi quelque chose de très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais sur le continent africain, nous avons plus de 100 disputes frontalières. Plus de 100, une centaine. Et c'est-à-dire que avec le découpage de Berlin, de la conférence de Berlin, nous sommes aujourd'hui toujours en train de gérer ce qui s'est passé en 1885 à Berlin. Et c'est très important, pourquoi je le dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces problèmes sont exacerbés par le fait que aujourd'hui les superpuissances
qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les minerais critiques pour leur transition écologique. Donc, ils vont tout faire pour même créer des États pour pouvoir avoir les minerais critiques. Ne soyez pas surpris si demain certaines frontières africaines sont redessinées. Ça, c'est de un. De deux, ils sont en train aussi de chercher à contrôler tout ce qui est la navigation maritime, donc tout ce qui est mer Rouge et aussi ce qui est la Méditerranée. Parce que pour eux, il faut bloquer la Chine, comment on appelle ça, la route de la soie de la Chine. Et donc, il y a cette compétition-là qui est là. Et les Africains, on doit en être conscients que tout ce qui se joue aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les crises que vous voyez dans la Corne de l'Afrique, est liée aux minerais, est liée donc au contrôle des voies maritimes. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que les grandes puissances, vous ne les voyez pas. Mais maintenant, nous avons de nouveaux acteurs aussi qui se mêlent dans nos questions de paix et sécurité, ou même la médiation. Nous avons le Qatar, nous avons l'Arabie Saoudite, nous avons la Turquie, nous avons les Émiratis, qui jouent de plus en plus un rôle important. Et donc, il faut que les Africains d'abord qu'on essaie d'avoir les bonnes conversations sur les menaces qui pèsent sur nous. Parce qu'aujourd'hui, tous ces minerais dont les gens cherchent, c'est en Afrique que ça se trouve. Et donc, comment est-ce que nous, on peut être solidaires, se protéger nous-mêmes les Africains, pour qu'on puisse se protéger, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le droit international n'est plus respecté. Donc, tout le monde se permet de faire tout ce qu'ils veulent. Le président Museveni a une fois dit, en Ouganda, il a dit, qu'est-ce que vous, les Africains, vous feriez si un jour la Chine décidait d'occuper tout le continent africain? Ils en ont la capacité, ils ont au niveau militaire, au niveau des ressources, s'ils décidaient aujourd'hui d'occuper le continent africain, qu'est-ce que nous, les Africains, on ferait? N'est-ce pas? Voilà, donc je voulais juste amener ce problème-là parce que c'est un problème très important, surtout à l'ère de Trump. Voilà. Alors, merci parce que avant de passer la parole à Patience, je voulais justement insister sur le rôle des acteurs extérieurs dans ces crises-là. Vous avez mentionné la Chine, il y a la Turquie qui joue un rôle important en Libye, qui joue un rôle important au Soudan. Vous avez même des États africains aussi qui jouent aussi un certain nombre de rôles dans les crises africaines. Et vous avez maintenant les pays arabes qui pratiquement imposent leur paix dans un certain nombre de conflits, jusque dans le Sahel. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, beaucoup d'acteurs au niveau du Sahel. Donc, patient, je vous rends si vous voulez, le micro pour que vous puissiez organiser maintenant le débat entre Fred et les étudiants. Mais merci à vous, M. Khan. Merci, Excellence, de votre partage et de nous avoir permis d'avoir une perspective pratique des défis qui émaillent le continent. Avant de passer aux questions du chat, j'ai quelques questions à vous poser parce que vous avez évoqué les communautés économiques, la coopération entre l'Union africaine et les communautés économiques. Ma première question va à l'endroit de la crise en RDC. C'est-à-dire que l'architecture africaine de paix et de sécurité, ainsi que la force africaine en attente, se basait normalement sur 3 communautés économiques, donc la CEDEAO, la CEAC et la SADC, ainsi que de 2 mécanismes régionaux, donc la NAP et l'AESF. Et pourquoi l'Union africaine a-t-elle laissé la communauté économique africaine d'Afrique de l'Est intervenir en RDC? D'autres questions? Non, tu as dit 3. Okay. Donc, je vais enchaîner avec la deuxième question. Comment évaluez-vous la coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales en Afrique? Fred? Très bien. Alors, vous savez, nos chefs d'État, quand il y a une crise aujourd'hui dans une communauté économique, ils se réunissent et ils prennent des décisions. Ils disent, voilà, nous sommes les plus affectés, donc nous prenons une décision. Après, tu as le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se réunit pour endosser les décisions des CER. Parce qu'en réalité, on les appelle d'ailleurs en anglais, les CER, ils font partie de nous. It's our building blocks. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais le président Faki, l'ancien président Faki de la commission, avant de partir, il nous a alertés. Il a dit, il y a un problème qui est sérieux.
parce qu'il faut franchement qu'on ait... on dit que ton voisin ne te choisira jamais la meilleure épouse, parce que ton voisin, il a des intérêts dans ton pays. Et donc, les voisins, souvent, qui sont censés être les pompiers, souvent, ils deviennent même pyromanes. Donc, moi, et je l'ai vu dans plusieurs crises, dans toutes les crises sur lesquelles on travaille, les voisins nous causent beaucoup plus de problèmes parce que souvent, ils ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres et justement, c'est pour ça on avait créé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine parce qu'on voulait qu'il y ait une sorte de neutralité dans un conflit pour que donc le continent puisse prendre des décisions qui mettent en avant l'intérêt du pays. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile parce que on doit composer aussi avec les CER parce qu'ils te disent oui, mais vous intervenez dans ma région alors que nous sommes les plus affectés. Donc, il y a toujours cette tension qui est là. Regardez, par exemple, au niveau du Sahel. Au niveau du Sahel, en réalité, lorsque la CEDEAO a eu des problèmes, c'était l'Union africaine, c'était elle qui devait intervenir. Mais chaque fois qu'on voulait intervenir, les leaders du CEDEAO nous disaient non, 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 ça, il faut rester en dehors de ça, c'est notre voisinage, on connaît les problèmes plus que vous. Donc, on a eu ce problème-là. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de composer avec eux. Mais moi, je suis convaincu que si les chefs d'État pouvaient renforcer donc l'Union africaine, il est le mieux placé à gérer les problèmes de paix et de sécurité. Les CER devraient gérer tout ce qui est l'intégration régionale au niveau économique. C'est ça c'est ça le plus important. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et par exemple, vous m'avez parlé de la RDC. Le problème de la RDC, je vous ai dit que c'est un pays continent. La RDC fait partie de 5 CER. 5 CER. Ils font partie donc de la SADC, ils font partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, ils font partie de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ils font partie de ce qu'on appelle la Conférence des Grands Lacs, ICGLA, qui est un mécanisme régional, ils font partie du COMESA, n'est-ce pas? Donc, 5 groupements. Et chaque fois, et par ailleurs, quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent avec les uns, vous voyez, d'abord, ils ont été avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Et quand ils ont vu que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est n'a pas réussi, du moins, à faire ce que le gouvernement de Kinshasa voulait, qui était de combattre les rebelles du M23, ils sont partis maintenant amener ce qu'on appelle la SAMI RDC. La SAMI RDC, qui était composée, donc qui est de la SADC. Et vous avez vu, eux-mêmes, ils se sont fait, les rebelles les ont neutralisés et maintenant ils se sont retirés du Congo. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a la MONUSCO qui était là au Congo, n'est-ce pas? Donc il y a un problème réel qu'on ne comprend pas. Donc il y a toute cette cacophonie. Nous avons, je dois le dire, avec les CER, c'est que souvent il y a une médiation qui est chaotique. C'est pour ça que l'ancien président Olusegun Obasanjo, il disait, moi, j'ai pas de problème qu'il y ait beaucoup de cuisiniers dans ma cuisine, mais j'aimerais qu'il y ait un chef. Parce que lorsqu'il n'y a pas de chef, ça part dans tous les sens. Voilà, j'espère que ça répond un peu à votre question. Allô? Vous avez parfaitement répondu à notre question. Merci à votre excellence. Je vais inviter nos intervenants à poser des questions. Je vais donc commencer par ceux qui sont. Donc, nous avons Moussa Mamad Dibri. Vous pouvez prendre la parole. Autant pour moi. Allez-y. Bonsoir. C'était un grand plaisir de prendre part à une question qui touche l'intérêt de tous les Africains, à savoir la sécurité en Afrique, une chose qui va au-delà de tous. C'est un aspect particulier. Donc, raison pour laquelle ma présence est
Et j'ai une question qui va également aller dans le sens un peu historique de l'Afrique, et surtout sur les questions qui est alimentée par des groupes rebelles, surtout en Afrique centrale, les cas du Tchad en particulier. Donc, quand on visite l'historicité de cette organisation qui a vu jour en 1963, au mois de mai, et on assiste également des États africains qui s'impliquent et prendre part d'influencer ou bien armer un groupe rebelle pour la déstabilisation des pays africains. Je peux prendre le cas historique de la Libye, qui a joué un rôle central pour la déstabilisation du Tchad dans les années 70 jusqu'à 80, et également pour le cas du Soudan, qui n'a même pas ménager aucun effort pour alimenter certains groupes rebelles pour les déstabilisations, en tout cas, des pays respectifs. Et quel mécanisme que les leaders africains, les élites africaines peuvent conjuguer pour instaurer un leadership commun envers nos pays différents, l'assistance en tout cas des pays qui sont dans des situations très difficiles, comme les cas du Burkina Faso, le Niger, etc. Donc, on constate également l'intervention. L'ennemi n'est pas loin, comme on a l'habitude de le dire. Et les Africains, et ils créent des problèmes pour eux-mêmes. Donc, pour les jeunes, quels conseils et quelle orientation peuvent ces intellectuels universitaires peuvent appréhender pour sortir nos pays de crise? Merci beaucoup. D'abord, je pense que il y a, euh, il y a un problème de... J'ai participé dans beaucoup de sommets de l'Union africaine, j'ai participé dans des réunions même restreintes des chefs d'État. Quand les chefs d'État se rencontrent, ils ne se disent pas la vérité. Ils se rencontrent, c'est vraiment des généralités, mais ils ne se disent pas réellement la vérité sur ce qui se passe dans une crise, dans une crise ou une autre. Vous avez parlé du Tchad. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a même un dicton où on disait que euh, le chemin pour le palais de N'Djamena passe par Tripoli. Donc, c'est pour vous dire le rôle que la Libye jouait dans tout ce qui était les rébellions qui ont causé des problèmes au niveau du Tchad. Dans toutes les crises africaines que nous avons aujourd'hui sur le terrain, il n'y a pas une seule crise où tu n'as pas un voisin qui a une main dedans. Mais pourquoi est-ce que les voisins ont une main dedans? Bien sûr, les États ont des intérêts, mais souvent aussi, lorsque vous n'avez pas une bonne gouvernance chez vous, vous créez des problèmes pour vos voisins, parce que vous créez des réfugiés, vous créez des zones d'insécurité. Donc ça crée beaucoup de problèmes. J'ai vu une question qui est liée aux États du dictateur gourmand, notamment du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina. Ils ont été suspendus de l'Union africaine parce que nous avons la charte de Lomé. Quand vous faites un coup d'État, vous êtes automatiquement suspendu. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que nous ne parlons pas avec ces États membres. D'ailleurs, nous discutons avec eux, nous suivons les efforts du président John Dramani Mahama du Ghana. Nous essayons de voir comment vraiment parler avec ces États-là. Et d'ailleurs, je pense que dans certains cas, on voit que souvent on oublie aussi la Guinée. Hein. La Guinée aussi, c'est un pays qu'on observe de très près, qui a été suspendu aussi. Mais souvent, je vois qu'il y a une tendance, peut-être que je me trompe, hein, mais je vois qu'il y a une tendance de suivre le modèle tchadien ou le modèle gabonais. C'est-à-dire que les gens qui ont fait les coups d'État, ils décident d'enlever l'uniforme et après ils font une conférence nationale, on se met d'accord sur une constitution, on fait les élections, ils se présentent et on retourne à l'ordre constitutionnel. On l'a vu au Tchad, on le voit au Gabon. D'ailleurs, le 12 avril, là, il y aura des élections au Gabon, nous serons là-bas. Et je pense qu'on va le voir aussi en Guinée, probablement. Le Mali, j'avais espoir qu'on allait avoir un calendrier électoral, un nouveau calendrier. J'avais espoir, je pense que j'avais vu même qu'ils avaient même adopté un budget pour les élections, mais j'ai l'impression qu'on est en train de retourner un peu en arrière, parce que là, je pense qu'on sent même que la classe politique malienne commence à être fatiguée de cette situation-là, qui veut un changement. Au niveau du Burkina, lui, il nous a carrément dit que
il faut même pas penser aux élections dans les années à venir parce que lui, il doit gérer d'abord les problèmes de sécurité. Mais le problème, c'est que la situation est pire qu'il ne l'a trouvée si vous regardez bien le Burkina. Aujourd'hui, on nous dit que euh, le gouvernement contrôle que 40% du territoire. C'est quand même très grave. Au niveau du Niger, la situation est est plus ou moins stable et l'armée là-bas maîtrise plus ou moins la sécurité. Mais on sent qu'il n'y a pas de volonté d'aller vers un dialogue pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est vraiment un problème sérieux. Mais la clé pour nous, c'est qu'il faut continuer à parler avec ces États-là, même s'ils ont été suspendus de l'Union africaine, mais il faut continuer à leur parler. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais dire par rapport à ces questions-là. Je vais inviter M. Ibrahim Baldé à prendre la parole. Posez la question. Ibrahim Baldé, autant pour moi. Merci beaucoup et c'est un honneur pour moi d'être avec vous pour discuter pour la paix et la sécurité. Et je veux remercier les organisateurs et les conférenciers. Et dans votre présentation, vous avez énuméré certains acteurs qui sont les femmes et les jeunes. J'aimerais savoir comment sont-ils impliqués dans le processus de règlement et de prévention des conflits. Merci. Ah, c'est vraiment tous nos leaders au niveau de l'Union africaine, tous nos leaders au niveau continental, ils en font un point d'intégrer les jeunes. Par exemple, nous avons aujourd'hui 5 ambassadeurs, des jeunes ambassadeurs qui représentent les 5 régions. Nous avons une envoyée spéciale pour les questions de la jeunesse et on essaye vraiment de les intégrer dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la prévention des conflits, on les applique, que ce soit dans la résolution des crises actuelles, on les implique, que ce soit aussi dans tout ce qui est la réconciliation et la stabilisation d'un pays. Je peux vous dire que, par exemple, au niveau du Soudan, où nous sommes en train de travailler avec les civils pour un processus politique crédible, nous demandons toujours qu'il y ait une représentation des jeunes dans les différents partis politiques. Et donc, ils sont toujours là-bas, même dans la crise de la RCA, où on négociait l'accord de paix, il y avait des éléments de la jeunesse qui étaient impliqués. Pour nous, c'est extrêmement important parce que le continent africain est jeune. Et d'ailleurs, ces jeunes-là, ce sont eux qui causent beaucoup de problèmes, mais ils sont aussi une solution pour nous. Donc, on les implique. Les femmes, la même chose. Nous avons ce que nous appelons FemWise. Ça, FemWise travaille avec le panel des sages. Et c'est des femmes qui sont sages aussi, qui interviennent dans nos médiations. Et nous en avons plus d'une centaine, je pense, oui, qu'on déploie dans chaque processus. Et voilà, donc vraiment, c'est une priorité pour nous. Et ça, on fait même très attention, même dans nos délégations. Dans nos délégations, lorsqu'on va, par exemple, pour observer les élections, on s'assure que les jeunes hommes et les femmes sont impliqués, que les dames aussi sont impliquées. Par exemple, en Namibie, on a été observer les élections là-bas. Toute l'équipe qui est partie observer les élections, ce n'était que des femmes. Pour la Namibie. Donc, c'est pour vous dire que on essaie de les impliquer. Dans la région du Sahel, on parle avec les organisations des jeunes tout le temps. Notre porte est ouverte et on écoute les jeunes qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire. Mais comme je l'ai dit, in fine, c'est la volonté politique de nos dirigeants. Et les jeunes doivent mettre la pression sur nos dirigeants pour qu'ils puissent améliorer la gouvernance. Merci bien pour votre réponse. Maintenant, nous allons inviter un intervenant qui a demandé à prendre la parole. Je vais inviter M. Patrick Ferras à poser sa question. Il a demandé dans le chat. M. Ferras, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez? Pas de souci? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, j'ai 2 mini-questions concernant Merci pour l'intervention, monsieur l'ambassadeur et cher Frédéric. Le Fonds pour la paix sera-t-il utilisé ou seuls les intérêts qu'il produit le seront?
Et la deuxième mini-question, c'est l'Union africaine a-t-elle envisagé que les USA stoppent leur participation financière aux OMP ou tout simplement refusent de financer la USOM? Merci. Bonsoir Patrick, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah, ça fait... Bon, je serai à 10 dans 15 jours, je te rassure. Très bien. Écoute, pour le moment, on utilise les intérêts. Pourquoi? Parce que le Fonds pour la paix, les États membres ne se sont pas encore mis d'accord sur comment le renflouer une fois qu'on l'aura utilisé. Donc, pour le moment, on utilise les intérêts. Et je peux vous dire que nous avons utilisé plus de 36 millions de dollars, 36 millions de dollars pour, euh, pour les opérations de paix, pour les processus politiques, comme le Soudan, j'ai parlé de la RDC. En ce qui concerne les États-Unis et leur manque de volonté de financer les OMP, ben écoutez, c'est un problème très sérieux parce que surtout en ce qui concerne la Somalie, ils ne veulent pas utiliser la 2719 pour la Somalie, ils ont été très clairs avec nous. Eh bien, nous allons devoir trouver d'autres formules. Sinon, on va devoir fermer les portes de la nouvelle mission. Et personne ne veut cela parce que si ça se passe comme ça, ben, le risque que les Shabab puissent prendre la ville de Mogadiscio est réel. Donc, nous, là, en ce moment, on prévoit une conférence des bailleurs bientôt pour voir un peu, parce que nous avons besoin de 200 millions par an. C'est pas beaucoup, pour voir si on peut pas mobiliser cet argent-là. Et il y a même certains États africains qui disent que pour eux, qu'il y ait de l'argent ou pas, ils vont devoir y rester parce que c'est leur sécurité qui est concernée, notamment l'Éthiopie et le Kenya. Donc, parce que les Shabab, c'est un problème pour toute la sous-région. Donc voilà, c'est là où nous en sommes. Malheureusement, c'est pas, je suis pas très optimiste en ce qui concerne l'administration Trump. Je pense pas qu'ils vont changer leur point de vue. Donc la 27-19 pour la Somalie, c'est pour moi, je pense que ils ont été clairs, donc ça ne pourra pas marcher. Mais on doit continuer à travailler sur la 27-19 parce qu'ils sont ouverts pour l'utiliser pour d'autres autres OMP. Donc, on va continuer la discussion. Mais pour la Somalie, ça, ils ont été très clairs. Merci. Alors, pour la première question du chat, vous y avez déjà répondu en ce qui concerne les relations entre l'Union africaine et les trois pays du Sahel. Nous allons passer à la deuxième question du chat. Donc, vu les menaces sécuritaires dans le continent africain, comment les membres de l'Union africaine doivent faire selon vous pour endiguer ou pour éviter d'autres États de prendre la voie des États de l'AES? Je pense que l'AES, je dirais que c'est une réaction au problème du multilatéralisme que nous avons. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui les a amenés ensemble, les pays de l'AES? C'est qu'ils ont décidé de mutualiser leurs efforts pour pouvoir combattre le terrorisme. Moi, quand j'ai commencé mon propos, j'ai parlé de la solidarité africaine. Et pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas déployé la force en attente de la CEDEAO pour pouvoir aider ces États membres-là? Pourquoi? Et je pense que l'AES va sûrement connaître les mêmes problèmes que les autres organisations qui sont là. Mais des alliances comme ça entre États, je pense qu'on va en avoir de plus en plus, où c'est des États qui s'entendent. D'ailleurs, la tendance aujourd'hui, quand on regarde la tendance aujourd'hui des opérations de paix, la tendance aujourd'hui, c'est des alliances, des accords bilatéraux entre deux pays qui se mettent d'accord, par exemple le Mozambique et le Rwanda, ou bien des coalitions ad hoc, notamment la FMM au niveau dans la lutte contre le Boko Haram. Donc, on va voir ce genre de choses, mais moi, je ne pense pas que. Ok, d'accord, vous quittez la CEDEAO pour aller rejoindre l'AES, mais quelle plus-value est-ce qu'il va y avoir en réalité? Par exemple, moi, j'ai vu aujourd'hui qu'ils ont rappelé leurs ambassadeurs au niveau d'Alger. Ils ont des positions communes sur beaucoup de dossiers. Mais je sais aussi qu'on essaie de voir comment les ramener dans la maison de la CEDEAO. Donc, je dirais que il faut que le multilatéralisme fonctionne pour éviter d'avoir d'autres situations comme celle de l'AES. Ça, à mon avis, il faut que nous soyons solidaires entre Africains. Nous devons être en mesure d'aider nos pays africains qui ont des problèmes très sérieux de sécurité. Où est-ce que nous étions? Parce que aujourd'hui, on parle de l'AES, mais il faut voir, parce que ces États-là, ils ont été frappés par le terrorisme d'une manière terrible.
jusqu'à aller chercher des mercenaires russes, donc Africa Corps ou Wagner. Mais où est-ce que nous étions, nous, les Africains? Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud, pourquoi est-ce que des pays comme le Kenya, pourquoi est-ce on s'est pas mobilisé pour envoyer des forces là-bas pour aider ces pays-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas montré cette solidarité? Donc, euh, il faut que le multilatéralisme fonctionne, il faut que l'Union africaine arrive vraiment à mobiliser ses États membres pour qu'ils puissent venir en aide aux États membres qui ont des problèmes. Et nous en avons la capacité. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas dire que nous n'avons pas la capacité, nous en avons la capacité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est ça la question. Je pense que vous y avez répondu lorsque vous parlez des freins à l'intégration en matière de sécurité. Et donc, il y a le manque de volonté politique, le manque de solidarité politique, puisque les textes prévoient les mécanismes, prévoient des solutions pour y faire face. C'est ça. Alors, je vais passer à l'autre question du chat. Elle concerne l'intelligence artificielle. Alors, vous aviez parlé des priorités de l'Union africaine. L'une d'entre elles serait d'intégrer l'intelligence artificielle dans les questions de paix et de sécurité. Alors, notre intervenant pose la question, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les dispositions de prévention de conflits de l'Union africaine serait-elle pertinente pour faire face aux défis stratégiques, technologiques, institutionnels et éthiques du continent? À ça, alors deux choses là-dessus. Premièrement, au niveau de l'alerte rapide, nous, on a déjà commencé à utiliser l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Au niveau de l'alerte rapide, on arrive à collecter des données grâce à l'intelligence artificielle qui peuvent nous montrer les tendances dans un pays. Lorsque vous avez un pays, par exemple, qui a une historique de coup d'État, lorsque vous avez un pays qui a des problèmes socio-économiques assez profonds, lorsque vous avez un pays qui a des problèmes de gouvernance, lorsque vous avez un pays qui a des problèmes de droits de l'homme, et si vous avez des données grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez prédire ce qui va se passer dans ce pays. Donc, déjà, on l'utilise. J'aimerais dire aussi que nous avons établi une commission technique au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, une commission technique qui examine un peu comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, non seulement dans la prévention des conflits et la médiation, mais aussi pour résoudre les crises. Donc, il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle peut faire, mais il y a aussi beaucoup de challenges avec l'intelligence artificielle, des choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai parlé de la désinformation, par exemple. Ça, vous avez vu comment, avec les réseaux sociaux, on peut brûler toute une cathédrale en 2 minutes. Donc, on essaie un peu de voir comment gérer tout ça. D'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, on parlait de tout ce qui est délit du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et il y a quelqu'un qui a dit que oui, mais la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on peut dire du n'importe quoi. Et qu'il faut des lois qui punissent les gens qui vont dans le déni ou qui incitent la haine dans les pays. Donc, c'est vraiment cette balance-là qu'il faut ouvrir. Mais sinon, nous, on a déjà commencé à travailler dessus. Nous avons une équipe technique au niveau du CPS. Nous avons des communiqués du CPS. Il y en a eu 2 ou 3 d'ailleurs, même la semaine passée. Nous avons une équipe au sein du département paix et sécurité qui travaille dessus. Donc, pour nous, c'est vraiment une priorité. Et donc, on y travaille. Et voilà. En gros, on est déjà là. C'est déjà un pas en avant. Alors, je vais donner la parole à M. Babacar Mbaye qui a levé la main pour prendre la parole. M. Babacar Mbaye, vous avez la parole. Bon, je vois que M. Babacar Mbaye s'est déconnecté. Je vais reprendre les questions des participants qui sont présents. Je suis en ligne. Allez-y, vous avez la parole. Voilà, merci. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de participer à cette conférence en ligne. Alors, je voudrais me présenter. La personne qui prend la parole n'est pas un étudiant, c'est un professionnel de la sécurité. Je suis le commissaire de police Babacar Mbaye Diouf. Je suis le chef de la brigade antiterroriste de la Direction générale de la police nationale. Alors, j'ai reçu l'invitation et eu égard à la thématique jugée très intéressante. J'ai organisé mon
calendrier à telle enseigne que j'ai pu en tout cas avoir le temps d'assister à cette belle intervention de M. Frédéric, qui a vraiment décliné les grandes orientations, qui a fait également une analyse de la situation sécuritaire du continent. Et nous nous réjouissons de voir vraiment de hauts intellectuels africains qui s'intéressent à la sécurité. Pendant très longtemps, nous, les professionnels de la sécurité, on faisait de la sécurité notre chasse gardée. On a toujours pensé que les civils ou bien les enseignants ou les professeurs d'université n'avaient pas un mot à dire sur la sécurité, qui a été présenté comme l'usage des armes, la guerre, etc. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment de voir tout l'intérêt que le monde universitaire, de façon globale, accorde à des questions sécuritaires. Alors, mon intervention, c'est vraiment vous féliciter, mais également témoigner en tout cas toute notre satisfaction, toute la satisfaction que j'ai d'assister à cette belle intervention. Et je suis totalement également en phase avec vous sur les points que vous avez relevés, des points de solution, notamment la solidarité africaine, mais également la volonté politique, surtout la volonté politique. Mais moi, je vais ajouter un autre point qui est la culture de sécurité. Il nous faut vraiment développer une culture de sécurité. Aujourd'hui, en Afrique, vous pouvez voir quelqu'un qui construit sa belle villa. Il peut investir des milliards dans la villa et prendre comme agent de sécurité un boy du quartier à qui il paye la somme de 50 000 francs. Donc, vous voyez l'investissement que cette personne a fait et la somme modique que cette personne a allouée à la sécurité. Donc, c'est pour vous dire que le problème est global. Ce sont des échanges de cette nature qui pourront vraiment nous permettre de prendre le problème à bras le corps et d'avoir une vision beaucoup plus holistique de la question, s'attaquer vraiment aux vulnérabilités, aux menaces, mais également aux risques sécuritaires de la région et faire preuve de beaucoup de solidarité, comme vous l'avez dit, mais également surtout une volonté politique. Moi, je pense que la volonté politique est extrêmement importante. Nous sommes des professionnels de la sécurité, nous sommes tenus par l'obligation de réserve, c'est la grande muette, mais on doit s'intéresser sur les conditions également de travail et les moyens dont disposent nos forces de défense et de sécurité qui sont en première ligne pour faire face aux groupes armés. Je vous remercie pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Monsieur le commissaire, puisque j'allais dire aussi, il y a un phénomène que j'ai observé avec les corps de sécurité en Afrique. Nous organisons souvent des réunions avec les chefs des renseignements africains et tout ça. Premièrement, ils ne se disent jamais la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend. Même quand la menace est réelle et concerne tout le monde. Ils vont dans des réunions, ils se rencontrent, ils parlent en généralité, mais ils ne partagent pas l'information. Et je ne sais pas pourquoi cette culture de ne pas partager l'information, alors que c'est une menace qui nous concerne tous. Moi, on a eu à discuter avec, par exemple, nous avons le processus de Nouakchott qui amène les pays du Sahel à pouvoir échanger des informations. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés à échanger des informations entre les chefs de sécurité. Ils se méfient les uns des autres quand ils ne pensent pas que c'est les autres qui sont en train de vouloir déstabiliser. Donc ça, c'est un défi réel. Nous avons le processus de Djibouti aussi, qui réunit les chefs des renseignements des pays de l'IGAD de l'Afrique de l'Est. Mais on a vraiment beaucoup de mal, parce que nous, on leur a posé une question récemment. On a dit, mais imaginez-vous s'il y a un groupe terroriste qui a des armes biologiques, n'est-ce pas, et qui menace nos États membres. Est-ce que vous allez continuer à faire comme si vous méfiez des uns des autres, alors que les armes biologiques, ça peut tuer beaucoup de gens au-delà des frontières d'un seul État. Donc, il faut vraiment là-dessus aussi qu'on se dise des vérités, que les services de renseignement africains qui puissent travailler vraiment ensemble pour endiguer la menace qui pèse sur nos États membres. Et surtout, partager aussi des analyses. Il y a des choses qu'on voit. Par exemple, moi, j'ai parlé de ces États qui ont des leaders qui sont d'un certain âge, parce que personne n'est éternel. Mais est-ce que les gens des renseignements s'asseyent ensemble et disent, voilà, ce pays-là peut-être risque d'aller en crise, comment est-ce qu'on peut l'aider à anticiper
et avoir peut-être une succession qui est plus ou moins planifiée. Donc, ce genre de conversation, je pense que c'est très important qu'on puisse l'avoir. Mais sinon, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment il faut avoir une culture de sécurité. Et quand je parle de culture de sécurité, c'est pas seulement physique, mais dans tout son ensemble, la sécurité humaine, etc., etc. Et merci bien pour vos apports. Merci à Monsieur Babacar Mbaye pour son intervention et de nous avoir fait bénéficier de son regard et sa perspective de professionnel de la sécurité. Alors, je vais passer aux questions des intervenants présents. On va continuer avec Monsieur Hassan Ahmad Abdallah. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. D'abord, je tiens vraiment à remercier les laboratoires La Sport pour cette opportunité et aussi à Monsieur l'ambassadeur pour sa disponibilité et pour sa franchise dans les questions. Bon, moi, j'ai des questions à savoir. D'abord, l'ambassadeur a évoqué les forces africaines en attente, par exemple. En ce qui concerne les forces africaines en attente, vous avez aussi dit qu'il n'y a pas il y a pas la volonté politique de nos chefs d'État africains et aussi il n'y a pas la solidarité africaine. Alors, dans ce cas, comment les forces africaines en attente pourraient-elles être utilisées plus efficacement? Ça, c'est la première question. Et la seconde question. Récemment, nous avons appris que la République centrafricaine avait été réfugiée, on l'avait réfugiée parce qu'elle prend la parole à l'Union africaine pour des raisons qu'elle n'a pas cotisées annuellement, sa cotisation annuelle. Alors, dans ce cas, comment l'Union africaine peut-elle améliorer son financement pour ces initiatives de sécurité? Merci beaucoup. Je commence par la dernière question. Vous savez, chaque fois qu'on a un sommet des chefs d'État, il y a un ou deux États membres qui n'avaient pas payé ces cotisations annuelles, mais souvent à la dernière minute, ils payent. Même dans le cas de la RCA, ils avaient payé, mais ils payent et puis franchement, je pense qu'il y a une volonté de nos États membres d'abord de payer pour nos propres travaux, mais surtout de diminuer aussi l'influence, parce qu'on comptait surtout sur les partenaires. Mais moi, je peux vous dire qu'en ce moment, euh, il faut que vraiment les Africains financent eux-mêmes leur paix et sécurité, parce que quand on regarde aujourd'hui le monde dans lequel on vit, on voit que, par exemple, l'Union européenne aujourd'hui regarde plus en interne. Ils sont en train même de fermer certaines ambassades. Ils financent plus leur sécurité parce qu'ils ont compris que les États-Unis n'allaient pas les protéger. Les États-Unis ne sont pas trop intéressés. Aujourd'hui, ils sont plus intéressés dans les minerais et donc ils vont être très transactionnels. Donc, il faut que nous-mêmes, on puisse financer. Je pense que la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est une opportunité. Il faut qu'on puisse nous-mêmes financer nos activités. En ce qui concerne la force africaine en attente, c'est vraiment le déploiement de cette force, c'est une décision politique. Sinon, les militaires, eux, ils sont toujours prêts. Hein. Ils ont même des plans. Moi, je peux vous dire que même quand la guerre au Soudan a éclaté le 15 avril 2022, c'est 2022 ou 2023 2022, je pense que c'est 2023. Mais quand la guerre a éclaté au Soudan, la force africaine en attente avait déjà un plan pour comment sécuriser l'aéroport de Khartoum. Mais la décision n'a jamais été prise au niveau des chefs d'État. Donc, et pour le déploiement de la force africaine en attente, il faut une décision politique des chefs d'État. Mais en attendant d'intervenir dans des situations de conflit comme cela, je pense qu'on peut utiliser aussi la force africaine en attente. Vous savez, souvent, nos armées, ils ont beaucoup d'ingénieurs. On peut l'utiliser pour construire des infrastructures qui vont bénéficier des Africains en attendant. On peut les utiliser pour des exercices au niveau maritime, mais surtout la mutualisation des efforts dans le sens où il y a certains pays qui ont beaucoup plus de capacité que les autres. Par exemple, je me rappelle, j'ai participé dans une réunion où il y avait feu Ahmed Bakayoko de la Côte d'Ivoire. C'était une réunion de la CEDEAO au Burkina, où il disait, mais pourquoi est-ce que si la Côte d'Ivoire a des hélicoptères, si le Niger a des hélicoptères, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas nos hélicoptères pour pouvoir frapper les terroristes ensemble et qu'on travaille ensemble, qu'on mutualise les efforts?
Donc, on se posait ce genre de questions. Et je pense que c'est ça que nous devrions faire. Mais sinon, en ce qui concerne la force en attente, je pense que c'est une décision politique avant tout. Bon, je crois que j'ai fait quoi? J'ai fait presque 1 heure. Ici. Il reste juste 2 questions. Oui. 2 questions. On va les prendre ensemble et tu vas y répondre. Je sais que ça te et qu'il fait tard à dire ça actuellement. Mais juste quelques minutes. D'accord, donc je vais inviter Cynthia et Abdel ici à poser leurs questions rapidement. Bonsoir à tout le monde. C'est Djibi Ndiaye, étudiant en Master 2 de sécurité et politique publique et par ailleurs secrétaire général du club CEDEAO. Donc, par rapport à l'intervention de son Excellence, il a souligné des aspects que je trouve importants, notamment qui parlent en tout cas des priorités auxquelles l'Union africaine est en train de travailler, la gouvernance, l'intégration régionale, avoir une voix représentative au niveau africain, les aspects climatiques et autres. Donc, par rapport à ces interventions, je pense que Madame la modératrice a souligné un aspect qui est important, relatif notamment à la coordination entre les différents, entre les CER et l'Union africaine. Donc, par rapport à cette coordination, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une certaine incompréhension ou une malinterprétation du principe de subsidiarité qu'il y a énormément de problèmes par rapport à cette coordination-là? L'autre aspect, c'est relatif au financement. Donc, si vous misez en tout cas au financement en tout cas, des pays qui sont développés, notamment l'Union européenne, les États-Unis et autres, et qu'il n'y a pas en tout cas un financement qui provient au niveau interne, est-ce qu'il y aura en tout cas les aspirations que l'Union européenne est en train de viser, est-ce qu'elle pourra les atteindre? Et l'autre aspect, c'est ce qu'a souligné en tout cas le commissaire Diouf, c'est par rapport à comment dirais-je, à avoir une culture de sécurité. Et par rapport à cette culture de sécurité-là, il y a une tendance qui est en train d'émerger, c'est une privatisation en tout cas de la sécurité au niveau africain et partout ailleurs. Et donc, par rapport à cette privatisation de la sécurité, donc, qu'en pensez-vous en tout cas? Donc, c'est un phénomène qui est en train de prendre l'ampleur et connaissant la situation africaine, la plupart des pays africains sont des pays pauvres. Donc, si on recourt à cette privatisation de la sécurité, est-ce que cela ne va pas, en tout cas, engranger le phénomène? Merci. En ce qui concerne la privatisation, oui. Tu n'es pas là? Je suis là. Voilà. Juste la dernière question. Voilà. Je peux rapidement enchaîner avec ma question. Donc, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abdoulaye Cissé. Je suis doctorant en droit privé ici à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et je travaille sur la problématique relative à la protection des données à caractère personnel. Donc, je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, pour la pertinence de votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport à une autre dimension de la sécurité, à savoir la cybersécurité ou bien la sécurité numérique. Bon, j'aimerais savoir quelle est la politique africaine, de l'Union africaine, en matière de cybersécurité. On le sait, depuis 2014, nous avons nous avons adopté une convention, dite la Convention de Malabo, sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, mais il a fallu attendre jusqu'en 2023, si je ne m'abuse, le 9 septembre 2023, avec la ratification de la Mauritanie pour voir son entrée en vigueur. Donc, entre 2014 et 2023, il y a eu beaucoup de changements. Donc, on a assisté à une sophistication ininterrompue des artefacts technologiques. Nous parlons aujourd'hui d'IA, d'IoT et d'autres développements technologiques. Donc, j'aimerais savoir actuellement quelle est la politique de l'Union africaine en matière de cybersécurité. Voilà. Donc, c'était la dernière. Merci. Merci bien. Je commence par cette dernière question. D'abord, j'aimerais nous avons maintenant adopté une stratégie. Il y a une stratégie de la cybersécurité au niveau de l'Union africaine. Et d'ailleurs, nous avons aussi adopté une stratégie pour l'intelligence artificielle également. Donc, ça, c'est des documents assez importants. Les gens ne savent pas souvent trouver ces documents-là, mais ils sont là. Et pour nous, c'est un problème tellement sérieux que le Conseil de paix et sécurité s'est réuni, je pense, plus de 5 fois pour discuter de la cybersécurité et ce que nous devons faire. Et je vous renvoie au communiqué du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Je pense que même cette année, il y en a eu
non, là, on est au mois d'avril. On en a eu 2, si je me trompe pas. Mais donc, là-dessus, ça fait partie des priorités de l'Union africaine, parce que l'Afrique ne doit pas rester en retard. Surtout en ce moment, on utilise tellement la technologie pour plusieurs raisons. Donc, j'aimerais vous renvoyer à ça. Donc, en ce qui concerne la question de la coordination et le problème de comment interpréter la subsidiarité, on se parle régulièrement, on réfléchit ensemble avec les CER, on essaie de coordonner, mais comme vous le savez, tout le monde parle de coordination, personne ne veut être coordonné. Mais nous, on essaye vraiment de nous réunir avec eux. Par exemple, sur la RDC, je peux vous dire que nous avons commencé à organiser ce qu'on appelle la quadripartite. C'est-à-dire que c'est l'Union africaine qui se réunit avec les CER où la RDC est présente pour pouvoir justement voir comment est-ce qu'on peut pousser dans la même direction. Donc, on essaye avec les mécanismes existants pour voir vraiment comment aller de l'avant. C'est pas toujours facile parce que tous les CER n'ont pas la même capacité. Par exemple, la CEAC, ils ont une architecture de paix et sécurité, mais c'est une organisation qui est assez faible, la CEAC. Mais tu as aussi des organisations comme la CEDEAO qui sont assez robustes, mais qui ont eu des problèmes récemment. Nous avons la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui s'implique réellement dans les questions de paix et de sécurité. Nous avons la SADC qui sont assez robustes aussi. Donc, c'est pas toujours la même chose. Ça dépend des crises. Ici, je ne vous ai même pas parlé de la Ligue arabe ou bien de la CELSAD, qui sont presque pas actifs, mais bon, on essaie quand même de composer avec. Donc, voilà, en gros, ce à quoi nous avons affaire. Vraiment, j'aimerais vous remercier, vous tous, et j'aimerais vous dire que l'Union africaine, c'est pas seulement l'union des gouvernements, mais c'est aussi l'union des peuples. Et moi, j'aimerais dire au professeur Ibrahim Khan, qui vient souvent à Addis, et Patrick et aux autres, il faut interagir le plus souvent avec nous. Et moi, je serai toujours disponible à parler aux étudiants, parce que je pense que non seulement c'est l'avenir, mais je pense aussi que vous pouvez provoquer des débats sur des questions dont on ne parle jamais. J'ai parlé des minerais critiques. Aujourd'hui, chaque pays en Occident a une stratégie pour les minerais africains. Mais nous, les Africains, nous n'avons pas une stratégie pour nous-mêmes, pour ce qui est nos minéraux. Donc, ils ont tous une stratégie. Tout ce qui est la géopolitique, j'ai parlé de la légitimation du salafisme politique. Donc, ces questions-là, ces conversations qu'on n'est pas en train d'avoir au niveau de nos gouvernements, mais dans les universités, vous pouvez les avoir, ces conversations-là. Provoquer des débats, c'est extrêmement important. Parce que j'ai l'impression que ça manque. Moi, quand je vais dans des réunions, des fois, je m'assois et je me demande, mais est-ce que nous sommes dans un même continent? Est-ce que les gens se rendent compte des problèmes que nous avons en ce moment? Donc voilà, c'est ça qui me motive souvent à parler avec les étudiants et je vais continuer à le faire et j'espère que je vais établir une bonne relation avec l'Université de Dakar et pour qu'on puisse continuer à avoir des conversations comme ça. Mais je vous remercie. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Tefefe Goga, pour votre partage. Merci à notre communauté académique aussi. Donc, je vais revenir sur les points. Vous avez fait la synthèse de votre intervention. Donc, nous avons évoqué les priorités, les axes de priorité sur lesquels l'Union africaine travaille en ce moment. Vous avez évoqué aussi les freins à la concrétisation des politiques de sécurité de l'Union africaine et vous avez aussi évoqué des solutions, à savoir, par exemple, les sanctions à l'africaine ou le partage d'informations et d'analyses. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Khan pour clôturer notre séminaire. Alors, moi, d'abord, le premier mot, c'est vraiment remercier Fred pour sa disponibilité, pour la franchise avec laquelle il a exposé les problèmes de l'Afrique et aussi ce partage de l'information. Parce que il est diplomate, il est représentant d'une organisation internationale. Ce n'est pas souvent qu'on voit ces diplomates partager ce genre d'informations, surtout avec la communauté universitaire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mentionner. Et je pense que en partageant ces genres d'informations, Fred, avec les étudiants,
on crée aussi une saine émulation en leur sein. On suscite en eux, tu vois, de mieux travailler, d'aller plus loin que les choses normales que les universitaires leur demandent de faire. Ça, vraiment, c'est une très, très bonne chose et je pense que le pont est maintenant établi entre l'université et les structures comme la vôtre. Et ce serait bien à l'avenir qu'on ne soit pas limité à toi parce que tu représentes une branche de la paix et de la sécurité. Il y a beaucoup d'autres secteurs de la paix et de la sécurité qui vous intéressent et avec lesquels on pourrait interagir. Vous avez mentionné quelque chose qui est fondamental. Ce matin, j'en discutais avec les étudiants. La question de l'accès à la documentation. Il y a énormément de documents qui existent, qui dorment, si je puis dire, au niveau de l'Union africaine, dont les étudiants auraient pu faire un excellent usage. Ça également, je pense que ce serait bon de temps en temps qu'on puisse, avec les patients, avec Oui. Abdoulaye, qu'on puisse établir des ponts pour que, par exemple, tous les documents que vous avez signalés sur la cybersécurité, il y a 10 jours, vous avez partagé avec moi le rapport de l'ancien président du Niger que j'ai échangé avec les étudiants. Ce n'est pas sur le site de l'organisation. Oui. Et ça, c'est des choses importantes auxquelles il faut penser à l'avenir. Et en dernier lieu, moi, si j'avais un vœu à exprimer, c'est que peut-être une fois tous les 4 mois, qu'on puisse te demander de mettre à notre disposition quelqu'un à partir d'un thème que les étudiants eux-mêmes détermineraient, qu'on puisse trouver quelqu'un à l'UA avec qui discuter. On essaie de faire la même chose avec la CEDEAO. Et ça pourrait vraiment d'abord maintenir les liens, aider à maintenir les liens. Et je suis persuadé que cette idée que tu as vraiment mentionnée, que ce ne soit pas une organisation des États, mais que ce soit une organisation des peuples, c'est comme ça qu'on peut la créer complète. Il faut que nos universités commencent à penser l'Afrique, que nos universités commencent à réfléchir sur ce que c'est que l'intégration africaine, ce que c'est que le panafricanisme, ce que c'est que les relations entre les États africains. Aujourd'hui, vous aviez mentionné des questions importantes. Je suis persuadé que ça va susciter leur curiosité. Qu'il y ait 100 conflits de frontières en Afrique, ça veut déjà poser beaucoup de problèmes. Ça veut dire qu'il faut sur la solution à ces situations. En tout cas, je ne sais comment te remercier, mais comme tu es africain comme moi, je sais que nous avons l'Afrique en bandoulière, donc battons-nous pour que nos continents puissent vraiment servir les jeunes qui sont appelés à être les dirigeants de demain. En tout cas, merci encore une fois pour ta disponibilité. Professeur, j'aimerais faire une requête, s'il vous plaît. Vous savez, je reçois souvent des délégations qui viennent des États-Unis, des délégations des étudiants qui viennent de l'Europe. D'ailleurs, rien que la semaine passée, nous avons reçu 2 délégations de l'Allemagne et des États-Unis, the US Army War College. Et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas les étudiants africains à l'Union africaine? Est-ce qu'il y a moyen de faciliter cela? Parce que je pense que c'est très important pour qu'ils puissent connaître un peu leur organisation. Et parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que l'Union africaine fait, alors qu'on fait énormément. On est peut-être pas de bons communicants, mais vraiment, j'aimerais qu'on puisse développer un programme avec l'Université de Dakar pour qu'il y ait un voyage à Addis Abeba, pour que les gens puissent venir et discuter avec nous sur les problèmes non seulement de paix et sécurité, mais sur l'agenda continental. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et que les gens ne savent pas. En tout cas, tu es en train d'enfoncer une porte déjà ouverte. Ce matin, j'étais avec le directeur de l'UFR, Sciences politiques et droit, de cette question-là, de cette question d'échange, de cette question pour les étudiants d'aller voir comment les institutions font. Ici, on est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est la deuxième du Sénégal. Et je pense, parce que le directeur de l'UFR aujourd'hui s'est engagé à poursuivre la conversation, que certainement, peut-être l'année prochaine, vous commencerez à accueillir, ne serait-ce que
un mois ou deux des étudiants qui viendront pour les besoins de leur mémoire ou bien les besoins de leur thèse, venir passer quelques semaines à Addis pour approfondir leurs connaissances, non seulement documentaires, mais aussi échanger avec des personnes comme vous ou des personnes de votre département. Et ça aidera vraiment à changer, à aider à changer la façon de percevoir les organisations de par nos étudiants. C'est vraiment une chose importante à laquelle nous tenons tous ici en tant que communauté universitaire. Donc, en tout cas, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Mais ne t'en fais pas, on reviendra vers toi et puis on essaiera de concrétiser ça d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci. Très bientôt. Merci bien. À plus. Ciao.